C'est le vendredi des sports sur New World Soir. On va parler de 3 sujets. Ce soir, on évoque le Togo, le journal du Mercato Adebayor qui est signalé du côté de l'Italie. On va parler toujours de l'Italie avec le racisme dans les stades. 2 matchs à huis clos contre l'Inter de Milan. Et puis, on évoquera le championnat d'Angleterre, la 19e journée, Manchester City qui s'enfonce. Liverpool, de son côté, s'envole. Pour évoquer le sujet, nous recevons Pierre-Olivier Koyoda. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Niveau d'Info. Prince Olivier Koyoda plutôt, consultant sportif. Alors on va parler d'abord du journal du Mercato. Comme je le disais, la période actuelle est celle du Mercato estival. Les joueurs togolais sont aussi pour certains transférés, pour d'autres en instance de transfert. Alors le cas d'Emmanuel Cheyi Adebayor vers l'Italie, selon Sky Sport, Italia Cagliari s'intéresserait à Emmanuel Adebayor. Les premiers contacts auraient été noués avec l'international togolais. Prince Olivier, est-ce que c'est confirmé? Oui, jusqu'à présent, ce n'est pas encore confirmé, mais vu la forme et le temps de jeu que Emmanuel Adebayor a du côté de Istanbul Başakşehir, c'est fort probable qu'il puisse quitter ce club parce qu'en cette saison, il n'a fait que 11 matchs et sur les 11 matchs, un attaquant, le numéro 10 de cette équipe, il n'a marqué 2 buts. 2 buts pour 118 minutes de jeu. C'est dire que Adebayor ne rentre plus forcément dans les plans ou dans les tactiques de son entraîneur, ce qui fait qu'il passe plus de temps sur le banc que sur la pelouse. Et forcément, quand on est un attaquant de ce standing, on a besoin du temps de jeu, on a besoin de jouer pour également sortir ce talent qu'il a en lui, qui nous a prouvé depuis Arsenal, et en passant par Tottenham, Manchester City, Crystal Palace et j'en passe. Et étant donné qu'il n'a pas tellement de temps de jeu, il va vouloir rebondir ailleurs. Donc je pense que c'est fort probable qu'il puisse partir et se retrouver du côté de Cagliari. Quand on sait que Cagliari également est 13e du championnat d'Italie, de la Série A, et ils n'ont eu que des défaites, seulement 4 victoires en 18 journées. Donc ce n'est pas en forme, ce n'est pas la bonne forme. Et je pense qu'ils auraient besoin d'un attaquant du standing de ce rang d'Emmanuel Adebayor. Et on nous dit également qu'il y a Fenerbahçe en Turquie qui est toujours sur la piste Adebayor. Donc nous attendons de voir avec le mercato, ce mercato. On sait que ce mercato, ça va beaucoup bouger dans tous les coins, que ce soit en Angleterre, en Italie ou partout ailleurs. Ça va beaucoup bouger. Mais nous espérons que notre Cheyi national puisse rebondir et puisse encore infouler la pelouse pour le plaisir de tous ses supporters, que ce soit au Togo ou dans le monde entier. Alors Adebayor qui n'a plus beaucoup de temps de jeu en Turquie, c'est quoi? C'est la forme du joueur lui-même. Il ne convainc plus le club parce qu'à ses débuts, il avait pourtant bien débuté. Oui, c'est vrai. L'année passée, lorsqu'il est arrivé comme l'homme providentiel de cette équipe. On se rappelle lors de la dernière journée, il n'eût été Adebayor, je crois que Istanbul Başakşehir aurait raté l'Europa League. Il a fallu le réveil d'Emmanuel Adebayor dans la dernière journée pour permettre un but et une passe décisive pour permettre à son équipe de revenir dans le jeu, ce qui leur a valu la 3e place au même nombre de points que le vice-champion, 72 points, et ça leur a permis de rentrer dans la phase pour l'Europa League. Donc il était au mieux de sa forme lorsqu'il est arrivé à Başakşehir, mais cette année on se demande qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est la forme du joueur? Même on l'a vu également avec ses performances avec l'équipe du Togo, toutes les fois où en qualification de la CAN 2019, toutes les fois où Adebayor a foulé la pelouse de Lomé, ça n'a pas été ça. Il n'a pas pu convaincre le public sportif. On a vu dernièrement, le dernier match où le Togo a été battu par les Fennecs d'Algérie, le désamour qui est né entre lui et les supporters. On a dû faire face à des scènes qui n'étaient pas dignes de ces scènes face à Adebayor. Donc je crois que c'est sa forme qui ne convainc pas plutôt. Et peut-être qu'il ne rentre pas également dans les tactiques ou dans le plan maintenant du coach actuel. Et il passe plus de temps sur le banc à regarder, comme on le dit, à regarder ses chaussures. Et ce n'est pas une très bonne chose pour lui. Quand on est un joueur, un attaquant qui a quand même de la matière, c'est vrai, il a 34 ans, mais il est toujours là. Parce qu'on a vu des joueurs qui ont plus de 34 ans, mais qui arrivent encore à scorer des goals. Et je pense qu'il a la possibilité de le faire. Donc il suffit de lui donner du temps de jeu. Et on verra Adebayor encore, cet Adebayor dont on a vu Ballon d'Or 2008, Ballon d'Or africain 2008. Donc je pense que c'est plutôt maintenant à lui-même de revoir. Est-ce que c'est sa forme ou c'est peut-être qu'il ne rentre pas vraiment, comme je le disais, dans les plans de son entraîneur. Puisqu'on l'a fait venir, c'était pour pallier un problème. Mais il est arrivé, on a vu tout ce qu'il a fait pour cette équipe lors de l'année passée. Et la saison suivante, en même temps, ça ne marche pas. Alors la question se pose, qu'est-ce qui ne va pas du côté de la Turquie? Alors maintenant, du côté de l'Italie avec Cagliari, c'est un niveau quand même un peu plus relevé que le niveau turc. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Oui, c'est vrai. Quand on sait que la Série A face à la Super League de la Turquie, ce n'est pas le même niveau. Mais je pense que Adebayor pourra tenir. Mais là, il faudra aussi voir, il doit
batailler dur parce que dans les rangs de Cagliari, on a des attaquants comme Leonardo Paletti qui a 30 ans également. On a Marco So qui est là-bas à 31 ans. C'est des vétérans de cette équipe-là de Cagliari. Mais là, ça ne marche pas pour cette équipe parce que je le disais tout à l'heure, seulement 4 victoires, 8 défaites pour 6 matchs nuls en championnat. Ce n'est pas bonne chose pour eux. Ils stagnent là-bas à la 13e place. Donc l'arrivée de Emmanuel Adebayor pourrait permettre de ressortir le meilleur de ces attaquants-là et ça pourrait mettre une concurrence pour leur permettre également de déclore ou de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, Adebayor, il a fait la première ligue anglaise et donc c'était le facilement. Top, ça. Voilà, c'était son top, c'est le top. Il a fait il a fait la pluie et le beau temps du côté des Guinness avec les Guinness d'Arsenal. Il a également prouvé à Tottenham, même s'il était là-bas en concurrence avec l'attaquant maison, mais là, il a prouvé c'est un attaquant qui sait marquer des buts, c'est un attaquant qui sait développer le jeu. Donc, je crois que même si en Serie A italienne, il pourra s'en sortir, il pourra s'adapter si facilement. Alors, finalement, Adebayor qui est un peu au repos du côté de la Turquie, est-ce qu'il continue lui-même de travailler pour maintenir la forme parce qu'il n'a pas de temps de jeu là? Oui, mais c'est la question qu'on se pose. Mais Adebayor, c'est un grand. Il a 34 ans, c'est quelqu'un qui est tellement expérimenté. Ce n'est plus on dit souvent qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire les grimaces. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire de travailler ou bien ce n'est pas quelqu'un qui va lui montrer le chemin à suivre parce que lui-même, tout ce qu'il a traversé, toute sa carrière depuis le FC Metz, c'est un homme qui est expérimenté, même si entre-temps, il y a des comportements extrasportifs à son niveau qui ne sied pas pour sa classe et son niveau, mais il doit quand même être là. On sait que cet homme, puisqu'il a toujours envie de jouer, il a toujours envie de prouver. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va dormir sur ses lauriers. Et je me rappelle, quand il était au niveau de la Maison Blanche, Adebayor arrivait le deuxième à l'entraînement. Deuxième après qui? Après Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur au monde actuellement, mais qui tous les jours est là. Il arrive toujours 1 heure avant les autres à l'entraînement. Et Adebayor était en train de suivre les traces de Cristiano Ronaldo. Je pense que s'il a gardé cette expérience ou bien s'il a gardé cet apprentissage, c'est un homme qui doit continuer toujours par travailler pour être au mieux de sa forme. Alors, entre Cagliari aujourd'hui en Italie et puis l'autre club turc, pour lequel le cœur d'Adebayor va pouvoir battre? Oui, entre Cagliari et Fenerbahçe, moi je pense qu'il va plutôt pencher pour Fenerbahçe, mais il restera à lui de voir s'il va continuer, parce que c'est possible qu'il rentre dans la deuxième partie de terrain de championnat pour jouer à Fenerbahçe. Ils sont aujourd'hui 3e du championnat, et alors que Başakşehir est le leader, mais ce sera peut-être son cœur, je ne sais pas si son cœur va pencher plus pour l'Italie. D'autant plus qu'on sait qu'en Italie, ce n'est pas une bonne terre d'accueil pour les Noirs. Je sais qu'on en viendra, je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf. Mais je me demande dans sa tête peut-être s'il va accepter de rester à Fenerbahçe pour encore prouver. Parce qu'il est dans toutes les grâces. Même le président de la Turquie l'a reçu l'année dernière. Je ne sais pas est-ce qu'il pense toujours au côté sportif ou s'il pense toujours au côté, si le côté pécunier va prendre le dessus. Alors on attendra de voir. Mais on sait que quand il y a transfert, pour ces gens de joueurs qui tendent vers, qui sont à la veille de leur retraite. Voilà, peut-être qu'il va essayer de voir un peu le côté pécunier va aussi rentrer dans sa tête et on attendra de voir. Ce sera avec son agent de joueur de nous concrétiser, de voir où est-ce qu'il va fouler ses valises. Mais on a vu quand même d'autres grands noms du football, notamment les Drogba, les Eto'o, qui finalement vers la fin ont plus penché pour des clubs où l'argent est véritablement au rendez-vous. Pourquoi Adebayor, lui, veut toujours continuer par jouer? Oui, Adebayor, c'est un homme combatif, c'est un homme qui veut toujours prouver, je le disais tout à l'heure. Quand on prend le cas de Drogba, Drogba a tout remporté dans tous les clubs où il est passé. C'est Drogba qui a donné la Champions League aux Blues de Chelsea. Quand on prend Samuel Eto'o également a tout raflé son chemin. Tout ce qui manque à Drogba, c'est la CAN qui n'a pas pu remporter. Alors ces joueurs-là, ils ont passé une période, ils ont été les meilleurs buteurs de leur championnat, ils ont été des souliers d'or, des ballons d'or. Donc, je crois qu'eux, ils ont eu une carrière remplie, si je peux le dire, ils ont eu une carrière remplie. Ce qui n'est pas le cas d'Adebayor. Le seul titre aujourd'hui qu'Adebayor peut brandir pour le plaisir de tous les Togolais, c'est qu'il a été le ballon d'or 2008. Et avant, il avait été le meilleur buteur des éliminatoires et mondial 2006 Afrique. Donc, je pense que lui, il a encore des ressources et il a encore envie de gravir des échelons, même si aujourd'hui, ces choses impossible, je peux le dire, c'est chose impossible parce que la pépite, la jeunesse qui est là aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que Adebayor ne peut pas se comparer aujourd'hui aux gens comme Mo Salah, les Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly et autres là. Donc, il ne pourra pas, mais il a toujours cette envie-là de prouver ce qu'il sait faire. Et quand on sait bien le faire, c'est qu'on a toujours envie d'aller, on a toujours envie d'aller. Mais je me dis, à Man City ou à Crystal Palace, à Tottenham, à Arsenal, Adebayor a eu le temps de renflouer ses caisses. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le côté argent, même si l'argent ne suffit jamais à l'être humain, ce n'est plus le côté argent forcément qui va jouer, mais
tout le temps rester sur la pelouse, rester sur le banc pour regarder les autres jouer. Ça fait mal quand on est un attaquant de ce rang. Et je crois que c'est ça qui le motive même à encore prouver, à encore vouloir jouer, à encore vouloir fouler la pelouse pour marquer des buts, comme il sait bien le faire. Au-delà de ses performances sur le terrain, est-ce que, côté comportement, il a eu un bon comportement en Turquie? Parce qu'on le connaît aussi avec quelques frasques des fois. Oui, on a connu Adebayor, mais depuis qu'il est arrivé en Turquie, on n'a pas eu assez de mauvaises nouvelles de l'homme. Je crois qu'il était un bad boy, s'il faut le dire. Mais je ne sais pas, il a eu une certaine maturité. Je me rappelle lors d'une interview, Adebayor nous disait, maintenant, il ne joue plus pour lui seul, mais il joue pour sa famille. Parce qu'il est marié, il est père d'une jolie petite fille. Donc Adebayor a pris conscience à un moment donné. Et avec tous ces problèmes qu'il a traversés, que ce soit des problèmes de famille, des problèmes avec sa maman, on en a parlé, ça a passé sur la toile un peu partout. Je crois qu'à un moment donné, l'homme a pris conscience de sa situation et il s'est remis en question. Ça a fait que son comportement, quand il était du côté de l'Angleterre ou de l'Espagne, a changé par rapport à ces situations. Maintenant, en Turquie, je crois qu'il est un peu plus posé, même si lorsqu'il revient toujours à Lomé, ici, on apprend certaines dérives ou certains dérapages. Mais je crois que du côté de la Turquie, Adebayor présente un plus bon visage, il présente un homme modèle, il présente cet homme sage-là dont on a toujours souhaité voir de lui. En tout cas, bonne chance à lui pour ce mercato. On va rester toujours en Italie puisqu'on en parlait tout à l'heure. 2 matchs à huis clos contre l'Inter de Milan après les cris racistes visant Kalidou Koulibaly. L'Inter de Milan jouera donc ses 2 prochains matchs à domicile à huis clos. La suite donc de ces cris racistes proférés par ses supporters à l'encontre du défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. La réaction ne s'est pas fait attendre longtemps au lendemain des cris, donc entendu mercredi dans les tribunes du stade Giuseppe Meazza à l'encontre du défenseur lors de la victoire de l'Inter de Milan contre Naples 1-0. La commission de discipline de la Ligue italienne a sanctionné le club interiste pour le mauvais comportement de ce supporter. Finalement, Prince Olivier, l'Italie et le racisme, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ah, justement, l'Italie et le racisme, on n'en finira pas de parler. Et ce n'est pas la première fois. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois que ces genres de comportements puissent encore se faire en Italie. Mais ce n'est pas seulement en Italie, mais seulement qu'en Italie, c'est un comportement, ça récidive à chaque moment. Et je me rappelle bien, il y a eu des cas, on ne va pas citer les cas en Folle Légion, si je veux prendre seulement le cas de Souleymane Tari, qui a été victime de ces genres de choses. Et on voit toujours en Italie où on sort les pancartes, ou parfois c'est des jeux de bananes, des bananes qu'on lance à des joueurs, ou c'est des pancartes pour les insultes, ou c'est des chansons qu'on inflige à l'égard de ces joueurs-là noirs. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que dans ce monde où nous sommes actuellement, au XXIe siècle, ces genres de comportements doivent encore exister. Quand on sait que le blanc, ils se disent, ou les blancs se disent qu'ils sont la race supérieure, c'est-à-dire qu'ils sont censés être ceux-là qui connaissent mieux que nous. Et s'ils le savent, ils doivent comprendre que quand on parle d'être humain, ce n'est plus une question de couleur, ce n'est plus une question de race. Mais lorsqu'on a tous les gènes, lorsqu'on a les organes, on a tous les hormones qu'il faut, on est être humain, il n'y a plus cette différence-là. La preuve est que quoi, quand on prend tous ces 5 grands championnats, les Noirs, les Africains, s'il faut le dire, ou les Noirs, les Métis en général, c'est des joueurs qui font la pluie et le beau temps dans ces grands championnats. Voilà. Mais toujours, ça récidive. Je me rappelle bien en 2013, où la FIFA avait pris des sanctions qu'il infligeait à des clubs. On parlait de, lorsque vous faites une première infraction ou une infraction mineure, on dit que les sanctions, c'est qu'il y a avertissement ou il y a amende. Lorsque vous récidivez, et que c'est une amende ou bien une infraction qui est un peu plus grande, c'est des amendes également, où parfois on déduit des points de votre compteur. Et lorsque cela récidive encore, on a parlé de l'exclusion des clubs dans certaines compétitions. Peut-être que vous êtes en train de jouer la Champions League et ces cas-là arrivent, lorsque vous allez à la 3e phase, c'est qu'on est capable de vous exclure de la compétition. Mais ça n'a pas empêché que ces genres de choses-là arrivent. Déjà, je me rappelle bien, Blaise Matuidi avait subi ce même cas à Juventus. Lors des matchs, je me rappelle bien, c'était en décembre, où on lui a lancé, il a dû appeler l'arbitre du cours du match pour lui parler, pour lui dire de calmer les choses. Même Mario Balotelli, lorsqu'il avait, pour la première fois, il portait le maillot des Azzurros de l'Italie, il y avait une pancarte qui était brandie, on disait il n'y a pas de noir en Italie, et sale nègre, casse-toi, tous ces genres de choses, ce n'est pas des choses, mais ce ne sont pas ces genres de choses que nous aimerions avoir sur un terrain de football. Kalidou Koulibaly, ce n'est pas la première fois qu'il subit ces genres de choses. Je me rappelle bien déjà en 2007, en janvier ou en septembre 2017, il
il avait déjà subi ces genres de comportements. On remarque ça souvent, et ça vient, c'est contre la religion, tout ça, c'est peut-être qu'ils veulent protester pour des faits qui sont là dans leur pays, ou carrément c'est contre une race, ou c'est contre une ethnie. Et ça, moi je le dis encore une fois, je me lève contre ça. Ce ne sont pas des choses que nous aimerions voir sur les terrains de football. Mais le mal est que ce n'est pas seulement en Italie qu'on rencontre, même si en Italie ça prend de l'ampleur. Il n'y a pas longtemps où le gardien camerounais a subi la même chose du côté de la Hollande, des choses qui n'arrivaient pas là-bas. Maintenant, je pense que c'est comme si c'est en train de prendre de l'ampleur, alors que la FIFA est en train de mettre en place tous les moyens pour pouvoir contrecarrer ça. On nous dit l'Inter, ils vont avoir deux matchs à huis clos. Moi, je trouve que c'est minime. 2 matchs à huis clos. Et puis après, ces gens vont revenir. Ceux-là qui sont ces supporters, il en revient maintenant aux responsables des groupes de supporters, aux responsables de clubs, de pouvoir éduquer les sportifs, que ce soit et les supporters, que ce soit les joueurs eux-mêmes, que ce soit la population même. Parce que ce n'est pas forcément le sport, ce n'est pas forcément sur le terrain que cela arrive. Même dans la rue, les joueurs sont victimes de ces genres de comportements. Et ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bien. Je le dis une fois encore, il faut que cela s'arrête. Une fois de plus et une fois de trop. Il faut que ça s'arrête véritablement dans le football. Alors, est-ce que ça veut dire que dans le cas italien, la FIFA ne prend pas le taureau par les cornes? Oui, justement, c'est ce que moi je vais dire. La FIFA ne prend pas le taureau par les cornes parce qu'actuellement, le cas qui s'est présenté pour Kalidou Koulibaly la dernière fois, c'est la Série A qui a décidé que les Interistes auront à jouer 2 matchs à huis clos. Mais qu'est-ce que la FIFA en a dit? On a vu des grands noms qui sont levés. Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à se lever comme ça. Et ses coéquipiers, Sadio Mané, il n'a pas hésité, son compatriote, il n'a pas hésité à revendiquer ou bien à dire haut et fort ce qu'il pensait. Mais qu'est-ce que la FIFA en dit jusqu'à présent? C'est vrai. Une chose est de mettre en place les lois, mais une autre chose est de les appliquer. Quand ces genres de choses arrivent, les joueurs, ils subissent un traumatisme. Moi, j'aurais été à la place de Koulibaly, ce serait pour moi difficile, une fois encore, de fouler une pelouse pour dire je vais jouer. Parce que quand on est joueur de football, il y a tout qui compte. Ce n'est pas seulement le talent, mais ce n'est pas seulement la tactique qu'on a sur le jeu, mais le psychologique. La psychologie du joueur et le comportement extra-sportif autour du joueur, ça compte également. Et lorsqu'on subit ce genre de choses, c'est comme lorsque vous subissez un accident une fois. Ça vous fait mal. Lorsque vous allez une fois, deuxième fois, peut-être vouloir prendre le volant de votre véhicule, vous aurez ça, ça vous revient. Et ces joueurs-là, donc, on a passé du temps avec peut-être les médecins pour pouvoir les ramener sur terre pour qu'ils puissent encore une fois fouler la pelouse. Et je pense que le football, qui est un sport fédérateur, le football qui devait ou qui est normalement le jeu qui réunit le plus de monde, ce n'est pas dans ce jeu-là que nous devons faire face à ces choses. Ce n'est pas dans ces choses-là que nous devons voir ces comportements-là. Une fois encore, moi, il en vient à ces hommes qui se croient supérieurs de pouvoir prendre conscience, une éducation dès la base pour qu'ils comprennent que le noir ou le métis est également un homme à juste titre que eux, les blancs. Oui, mais en France, par exemple, on n'en voit plus du tout. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de noirs dans les championnats et il y en a moins en Italie? Non, vous savez, la France, s'il faut le dire, c'est la continuité de l'Afrique. La France est... Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a plein de noirs, c'est vrai. On voit plus de noirs dans les championnats français que partout ailleurs. Voilà, donc il y a ce comportement-là qui a été... Ils ont vécu avec. Et lorsque vous prenez l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde la dernière fois, je ne vais pas citer, c'est pratiquement des Noirs. Donc ils sont habitués à ce genre de choses. On se rappelle l'épopée de 98, le blanc, Black Bear, avec toute cette pléthore, tout cet arsenal de Noirs, là, les Marcel Desailly, les Zinedine Zidane. Donc je crois que voilà, les Lilian Thuram, eux aussi qui ont subi ces genres de racisme, qui ont subi ces choses-là. Donc vous voyez, aujourd'hui la France, je pense que la France part pour être un modèle de communion ou bien d'acceptation de peuple, et c'est tout bénéfique pour eux. Chapeau à la France qui, au cours des championnats français, on ne voit pas ce genre de choses. On passe maintenant du côté de l'Angleterre à la 19e journée. Manchester City, le champion d'Angleterre en titre, a subi mercredi à Leicester sa 2e défaite d'affilée et n'est désormais plus que 3e du championnat anglais. Le Boxing Day donc n'a pas souri à Manchester City devant Leicester ce mercredi 26 décembre. Sa 2e défaite donc d'affilée, dépassée par Tottenham. Il est en 3e position, tandis que Liverpool, qui a enregistré une large victoire face à Newcastle, s'envole donc à l'issue de cette 19e journée. Alors déjà du côté de Manchester, qu'est-ce qui ne marche pas beaucoup là-bas?
Oui, aujourd'hui, du côté de Manchester City, je pense que deux défaites d'affilée pour les Citizens, ce n'était plus arrivé il y a plus de 2 ans. Et ce qui ne marche pas véritablement, moi, je pense que c'est au niveau de la défense. Il faut revoir la défense de Manchester City. C'est ça le problème. C'est vrai, lors du dernier mercato, on a fait venir des joueurs à 150 millions. On a renfoulé l'effectif, on a étoffé l'effectif. Mais quand vous voyez l'équipe que nous ont aligné les Mancuniens la dernière fois, les Citizens, quand on joue à 3 à la défense, et lorsqu'on remarque tous ces buts, c'est vrai, les Mancuniens, ils ont commencé le match avec le but de Bernardo Silva, un chef-d'œuvre, avec une belle passe de Agüero, mais à la fin, quand on voit, lorsque vous arrivez à marquer et que le retour, ça ne défend pas bien, forcément, ça ne marche pas. Moi, je dis aujourd'hui, on a Delph qui se retrouve un latéral aujourd'hui, il ne tient pas vraiment, il n'assure pas. C'est la défense de Manchester City qui est vraiment le problème aujourd'hui. Et je pense qu'il faudra revoir ça, il faudra revoir la composition de cette équipe pour pouvoir avoir un Manchester City. C'est vrai, devant ça joue bien. Quand on prend... Mais le dernier match, leur défaite, quand on voit un Serge Agüero qui venait de blessure, il y a 1 mois qui n'a plus joué, on voit Kevin De Bruyne qui est aussi rentré, qui venait d'arriver. Donc, les automatismes qu'on avait dans cette équipe de Manchester City n'existaient plus. Parce que lorsque vous passez 1 mois en dehors de la pelouse, lorsque vous revenez, ça n'est pas automatiquement. Ça va se sentir à un moment donné. Il y a des passes que Kevin De Bruyne a ratées, qu'il n'aurait pas ratées si on était 2 mois en arrière, ou s'il était toujours là sur le terrain. Ouais, donc, de ce côté, je crois qu'il faut... C'est vrai, le milieu de terrain, l'attaque, ils sont vraiment productifs, ils fournissent du bon jeu. Mais lorsque en retour, ça ne défend pas bien, ça ne marche pas du tout. Et c'est ce que le Manchester City nous a prouvé la dernière fois. Contre Crystal Palace, ils ont encaissé 3 buts. Ils ont été défaits 3 buts contre 2. Et aujourd'hui, en même temps, contre la SR, ils subissent encore cette défaite. Ce n'est pas du tout bien. Je crois qu'ils doivent se remettre en question et avec les joueurs et avec le coach pour voir quelle formule mettre en place véritablement pour qu'on puisse retrouver ce Manchester City qu'on a aimé tant avec ce jeu chatoyant, ce jeu tic-tac comme le jeu de Barça. Et cette deuxième défaite les a fait dégringoler dans le classement. Oui, ils ne sont plus deuxième, ils passent en même temps la 3e place parce qu'en face, il y avait une équipe de Tottenham, l'Esport de Tottenham qui ne cesse, je peux dire, c'est la meilleure équipe actuellement parce qu'en 2 journées, ils ont pu scorer 11 buts, 6-2 contre Everton et 5-0 la dernière fois. Je crois que c'est une équipe qui est aujourd'hui sur les nuages, ils planent vraiment face à tous les adversaires, mais encore faudrait-il, on attend de voir quand ils vont croiser les grands, les Big Four ou les Big Five de ce championnat. Et Tottenham, c'est tout juste. Tottenham, je me rappelle l'année dernière, à cette période, à ce moment, dans le Boxing Day, ils étaient 3e de leur championnat. Et cette année, suite aux défaites de Manchester City, ils sont propulsés 2e. Donc Tottenham est en train de profiter de cette défaite-là de Manchester City pour s'installer et peut-être essayer de titiller Liverpool qui aujourd'hui sort déjà du lot, s'il faut le dire ainsi. Justement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Liverpool s'envole. Oui, Liverpool s'envole tout logiquement après leur victoire 4-0. On a vu, ils ont joué une première partie un peu pauvre en but, un seul but. Mais lorsqu'ils sont allés au vestiaire, qu'ils sont revenus à la 48e minute, Mo Salah a fait voir de son génie sur ce penalty. Après, c'est Shaqiri qui est venu s'additionner et finalement, Fabinho vient scorer, vient écorcer l'addition 4-0. Ils creusent déjà l'écart comme ça. Mais les Reds, ce qui est mal chez eux, c'est qu'ils sont capables du meilleur et du pire. Oui, c'est vrai. Et déjà, en championnat, après 19 journées, pas de défaite, mais on attend de voir la seconde phase pour savoir vraiment quelle est la véritable face ou bien quelle est la véritable physionomie de cette équipe-là. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'ils ont été champions d'Angleterre et je pense que cette année, ils ont cette envie-là, ils ont cette ambition-là dans un coin de leur tête. Je crois qu'ils jouent tout pour le tout. L'année passée, ils ont fini... finalistes de la Champions League. Cette année, je crois également qu'ils vont rêver, ils ont ce rêve-là, non seulement de remporter la Première Ligue, mais aussi de remporter la Champions League. Et ça se fait voir quand vous avez des joueurs, des joueurs, des talentueux comme Sadio Mané, même s'il rate beaucoup de buts, quand vous avez des gens dans votre équipe comme Mo Salah, comme Fabinho, et qu'ils arrivent à mieux se comprendre, c'est que ça passe. Et c'est logiquement que Liverpool s'envole et pour creuser l'écart face à ses adversaires. Prince Olivier Koyoda, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous remercie. Vous êtes consultant sportif. On va marquer maintenant la pause et après le journal, on passe à Regard Croisé.